Salut à tous, vous êtes bien sur motorcv.com. Il fait beau, il fait chaud, c'est l'été, on s'est mis à l'aise, mais on va vous parler du Grand Prix d'Allemagne. Le débriefing est fin avec Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc. Bonjour LFB, bonjour à tous. Avec donc ce Grand Prix d'Allemagne remporté par Sébastien Vettel chez lui. Et j'ai envie de te dire, ce sera ma première question, que même si ces derniers temps on a pu se plaindre entre guillemets, que c'est toujours un peu Vettel qui gagne, en tout cas qu'il est bien parti pour être quadruple champion du monde. À la rigueur, on est content pour lui quand même qu'il ait gagné son Grand Prix national. Parce que à la rigueur, c'était peut-être même une anomalie qu'il n'ait toujours pas gagné chez lui. Donc Absolument. là, c'est fait. Tu as raison, écoute, de toute manière, c'est actuellement, allez, là je vais vous dire, je pense le plus fort, au final, au global. Alors le plus fort, lui, personnellement, mais tu vas me dire, il y a Hamilton, il y a Alonso, enfin on va citer d'autres noms, bien sûr qu'il y a d'autres pilotes talentueux. Mais là, je pense qu'il maîtrise son art comme probablement jamais, parce que l'expérience, c'est ça. Il a reconduit 3 titres de champion du monde consécutivement. Celle-là, il la voulait. Et je rappelle quand même que Silverstone, s'il n'avait pas eu ce problème de mécanique, probablement elle était pour lui. Bon, tu vas me dire, il y a eu l'explosion du pneumatique de Lewis Hamilton, mais quand même. Donc, quelque part, c'est exactement, j'abonde dans ton sens. C'est-à-dire, je suis ravi pour lui parce que moi, je l'aime bien. Vettel, je suis désolé. Les cris qu'il a poussés, moi, j'ai les poils qui se dressent sur les bras. Quand il l'a emporté, c'est pas du bidon. Non. Il est vraiment heureux comme un môme. Et quand on arrive à sa 30e victoire en Grand Prix, la 4e de la saison, et qu'on est encore capable de s'enthousiasmer comme ça, réellement, c'est pas de la com. Moi, ça me fait vraiment plaisir. En plus, c'est normal que le meilleur soit devant. Alors évidemment, ça creuse l'écart au championnat, je sais bien. Heureusement que c'est pas une science exacte et qu'il y a des fois où ça fonctionne pas. Mais là, il le méritait. De peu, mais il l'a mérité. Oui. Et puis chez lui, quand même, devant sa famille, devant ses amis, enfin, tous les champions le disent, hein, pas qu'en matière de Formule 1, c'est quand même un triomphe dont il se rappellera probablement toute sa vie. Voilà. Non, ça a été une belle histoire, incontestablement. Donc Vettel, enfin, qui gagne ce Grand Prix d'Allemagne et qui, cela étant, consolide sa première place au championnat. Ça, c'est vrai. Malgré tout, Jean-Luc, et on va détailler un petit peu le classement qui suit, il a fallu aller la chercher. Parce que quand on voit les écarts à l'arrivée, ils sont infimes. Et puis on a peut-être bien cru que s'il y avait eu un tour de plus, voire deux, c'était Raikkonen qui gagnait un. Alors Raikkonen donc, juste derrière Vettel. Et puis on va parler de Grosjean, bien évidemment, qui fait une très belle course. Les Lotus très fortes. Alors, effectivement, on a compris dès le début du Grand Prix qu'en fait, et dans le bon sens, hein, cette fois, moi j'ai plaisir à parler des pneus quand c'est pour ça. Bon, déjà, on va oublier l'épisode tragicomique, comique parce qu'il n'y a pas eu de blessés, évidemment, de Silverstone, où là, on s'est bel et bien loupé, quoi qu'on en dise chez Pirelli, moi je suis désolé, parce qu'on a bien remis les choses dans l'ordre. On avait une différence de performance de pneumatique de l'ordre de 7 à 8 dixièmes, c'est la moyenne, y compris en course, donc c'est normal, c'est ce qu'il faut, entre des pneumatiques plus tendres, donc qui étaient effectivement les tendres, pour une fois c'est facile, et les plus durs qui étaient les médiums. Donc on avait ce qu'il fallait. Et en termes de longévité aussi, on a eu véritablement des écarts de longévité, ce qui permet de bâtir une véritable stratégie. Là, je suis désolé, mais aussi chez Pirelli, de temps en temps, on peut dire qu'on s'est loupé. Donc on s'était loupé, et là, on ne s'est pas loupé. Alors sur les pneumatiques arrière, comme tu le sais, on avait mis une carcasse en Kevlar maintenant, donc qui résiste bien mieux. Bref, on n'en parle que pour la bonne chose, pour la bonne cause. Donc quand j'ai vu quand même les premiers s'arrêter au bout de 4 tours, je me dis, oula, on envisageait 8-9 tours, ça a été plutôt 6-7 pour la majorité, à part Grosjean, et on va y venir, qui lui fait une performance remarquable et fait les 13 premiers tours avec les pneumatiques les plus tendres. Et là, ça, plus autre chose, ça l'a servi. Donc, oui, je reviens. Alors, ta question, c'était, on termine à une seconde. Oui, avec une stratégie différente, et ça, c'est plaisant également, c'est-à-dire avec 2 pilotes qui ont choisi d'utiliser le train de pneumatiques tendres sur la fin, eh bien, on a un retour. Et effectivement, on a un suspense, effectivement. Alors, tu peux te dire oui, 1 ou 2 tours de plus, peut-être c'était, mais peut-être pas, parce que Vettel, je pense qu'il a géré intelligemment. D'accord. Raikkonen devait-il s'arrêter à une dizaine de tours de l'arrivée ou fallait-il au contraire essayer de survivre jusqu'au bout avec une quinzaine de secondes d'avance ? Qu'as-tu pu penser, toi, quand tu commentais le Grand Prix ? Comme toi, on en a parlé en off, et je crois comme beaucoup de commentateurs, j'allais dire avisés, c'est pas de la prétention, mais on s'est dit à un moment, là, si jamais il ne s'arrête pas maintenant, il ne faut pas qu'il s'arrête, parce qu'il faut tenter le coup, et il faut gérer la dégradation potentielle des pneumatiques. Je crois que ce qui angoisse beaucoup les pilotes et les ingénieurs dans ce genre de situation, c'est de ne pas savoir quand ça va se produire. Bon, ça fait partie de la glorieuse incertitude du sport, et surtout de combien. Est-ce qu'on va perdre 1 seconde, 1 seconde et demie, 2 secondes ? Est-ce que d'un seul coup, on va perdre 3 secondes ? Et je te rappelle que Raikkonen a perdu une victoire en Chine, il y a bien longtemps, en 2012. Et ça, c'est des choses dont on se rappelle. Alors, lui qui était brillant à la fin et dont les pneus se sont littéralement effondrés. Et je pense que ça l'a marqué probablement, lui et l'équipe. Donc, je pense qu'on a tiré les leçons du passé, même si ce ne sont plus les mêmes pneus et pas le même circuit. On s'est dit, bon, on va assurer le coup.
tant pis, plutôt que de se trouver avec quelqu'un à la dérive totale qui peut terminer même en dehors des points, hein. Donc on va assurer le coup et on va changer les pneumatiques et voilà. As-tu pu croire à un moment donné que Romain Grosjean pouvait gagner ce Grand Prix d'Allemagne? Alors je vais être très honnête, non. Moi, je ne l'ai pas cru. J'ai attendu la fin pour voir ce qui allait se passer, pour voir lui aussi à quel moment on l'arrêtait, qu'est-ce qu'on lui mettait comme thématique, etc. Parce qu'il y a quand même un certain nombre d'incertitudes. C'était possible que pour le troisième relais, on lui remette des tendres à lui aussi. Comme il l'a très bien expliqué, dans l'écurie, on n'a pas naché. On a mis les tendres à Raikkonen et on a remis des durs, des moyens, à Romain. On aurait pu faire l'inverse. J'attendais ça pour me prononcer et voir les positions et les écarts, puisqu'on sait très bien que ce qui est important, c'est le moment où le pilote ressort. Donc bien sûr que potentiellement, il pouvait le gagner, ce Grand Prix. Mais c'était un peu prématuré pour moi, pour l'espérer et pour dire qu'il était en mesure de le faire. La suite, entre guillemets, l'a confirmé, puisqu'il sauve son podium d'extrême justesse et que la stratégie de la Ferrari d'Alonso était également très très bonne. Hein, c'est passé vraiment fin. Que dis-tu à ceux qui éventuellement reprochent à Lotus d'avoir dit à Romain qu'il fallait laisser passer Raikkonen? Alors c'est tout le problème des consignes dans une équipe. Hein. Là, on fouille un problème très important, évidemment fondamental. Je sais que certains d'entre vous, et c'est normal, ils sont totalement opposés. Moi, je dis que c'est du réalisme, c'est la réelle politique, là aussi. On ne peut pas faire autrement en Formule 1, en vélo, c'est pareil. Enfin, dans plein de sports, j'allais dire d'équipe, c'est la même chose. Moi, ça ne me choque pas. Tu veux dire que Raikkonen est le Froome de Lotus? Bah oui, bon. Quand on a les résultats au championnat que nous avons, quand on a un Raikkonen qui en est, je ne sais même plus, c'est 25 ou 26 courses, 26, voilà, courses d'affilée où on est dans les points, quand on a un champion du monde, toujours potentiel, ce qui n'est plus le cas malheureusement de Romain Grosjean, c'est normal qu'on avantage Raikkonen et qu'on essaie de garder, alors on va peut-être en parler aussi, qu'on essaie de garder avec beaucoup de difficultés. Oui, j'allais te poser la question. On a intérêt naturellement à bien servir Raikkonen. Non, honnêtement, ça ne me choque pas. À un moment, Romain, c'est l'inverse, dit je suis plus rapide que Raikko, etc. Ce qui était vrai à ce moment-là, ce qui était vrai à ce moment-là de la course. Bon, on va dire que non, ça ne me choque pas. Honnêtement, sur le fond, on peut le déplorer, on peut le regretter, mais je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. On est tous des adultes et dans la Formule 1, il y a des intérêts supérieurs à la Formule 1. C'est un beau résultat pour Romain. C'est une course solide. Il s'est montré, excellent. Il a fait aucune erreur, constamment aux avant-postes, menaçant, bien à sa place. Bravo. Écoute, je le dis, les yeux dans les yeux, sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur. Certains ont pu trouver aussi, et c'est juste, et même peut-être lui, s'il regarde, et je pense qu'il les regarde, c'est des briefings Formule 1, il a pu trouver qu'on a eu, parfois, que j'ai eu la dent dure avec lui. Non, je crois que moi, c'est un type que j'aime bien, j'aime sa fougue, j'aime son talent. Quand il fait des conneries, on le dit, là, il en a fait non seulement aucune, mais il a été impeccable jusqu'au bout, même en respectant la consigne. Moi, je l'ai trouvé absolument parfait. Allez, cette première victoire, on va y arriver, on n'en est pas loin, on va y arriver. De toute façon, à un moment, tout va être dans le bon sens. Raikko va avoir un petit problème et ça va être pour lui. Et pour conclure, allez, on va dire ce podium, est-ce que ça implique peut-être, Jean-Luc, toi, sur le podium justement, tu sembles avoir deviné que peut-être Raikkonen donc allait chez Red Bull l'année prochaine. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bon, on en a parlé lors du dernier débriefing et on sait que Lotus a dit non, on va essayer de le garder. Bon, qu'ils essayent, c'est normal. Pour moi, c'est fait. Alors, la première des choses, c'est qu'effectivement, quand sur le podium, Raikko se trouve à côté du représentant de l'équipe, et c'est pas un flagorneur, justement, c'est pour ça qu'on l'aime aussi, c'est un brut de décoffrage, il a, je ne sais pas quoi, dans le regard ou dans l'attitude, quelque chose qui me donne à penser, et ça, c'est humain, que déjà, son cœur est ailleurs, même s'il va se battre comme un chien et on peut lui faire confiance, et pour amener les gros points, et pour gagner des Grands Prix pour Lotus, c'est le jeu, c'est normal, jusqu'au bout, y compris pour battre Red Bull. Mais moi, j'ai compris que à son attitude, à un je ne sais quoi. Et je peux te dire que depuis, avec la complicité, je ne sais pas si c'est un scoop, mais d'Antoine Arlot de RMC, qui a appris par la bande qu'a priori ce serait signé. Voilà. A priori, Raikkonen va l'an prochain chez Red Bull à la place de Weber. On va voir si on est démenti ou pas. Dans ce genre de choses, il faut affirmer. Je pense qu'on est à 99% si ça n'est pas déjà signé. Donc on va dire que c'est fait. Maintenant, le moment où on l'annoncera, il y a un côté stratégique et un côté effectivement commercial et autres. C'est un petit peu tôt dans la saison quand même. Bon, il a dit, il a tout dit. Pratiquement là, pour vous. Le 8 juillet 2013. On verra. On attendra la confirmation. Enfin, oui, tout semble se mettre un petit peu en place. On est parfaitement d'accord, Jean-Luc. Si tu veux bien, on va détailler le reste des positions. Alors, chez Ferrari, j'ai envie de te dire, alors là, il y a le meilleur et hélas le moins bon. Puisqu'Alonso fait une très brillante 4e place. Là encore, ça progresse par rapport à sa qualif. Et puis, il ne termine pas loin en temps brut par rapport à ceux qui sont devant lui.
Là où Massa part à la faute tout seul. Hein, alors, j'ai pas compris. Oui. Pour évacuer le problème Massa, c'est le cas de le dire. Massa qui fait des bons essais, qui fait des bonnes qualifs, qui est vraiment le bon Massa qu'on aime. Là aussi, on l'a aussi taillé. Alors lui, on peut le dire. Là, c'est vraiment du tout bon Massa. Et là, moi, j'ai pensé qu'il avait un problème technique. Tellement la manière dont la monoplace lui échappe. Moi, je me suis dit, il a ou un problème de frein, ou un problème de différentiel, un problème de boîte de vitesse, enfin, je ne sais quoi. Et d'ailleurs, apparemment, il cale, et ça s'arrête tout de suite. Et là, je ne comprends pas. Et hop, 3 petits tours, et puis ils s'en vont. C'est ça. Et c'est vraiment dommage, parce qu'avec le potentiel de la Ferrari, on rappelle qu'il était quand même extrêmement rapide, et il était devant Alonso. Et il était devant Alonso. Donc, quand on voit ce que fait Alonso, on se dit qu'il y avait peut-être une place sur le podium pour Massa. Bon, c'est très dommage. Tant qu'on n'a pas la raison officielle et on ne l'a pas eu, si c'est une faute de pilotage, ça me paraît énorme. Moi, je pense qu'il y a quand même eu un petit problème technique, pas pour le dédouaner. Et on n'a pas très bien vu ce qui s'est passé. Oui. Donc c'est dommage. Enfin, heureusement, Alonso était là, comme d'habitude, pour relever le gant pour Ferrari en course. Tiens, je saisis la balle au bon parce que ces voitures-là qui sont sorties, celles de Massa en tout cas, ça me fait penser à celle de Weber qui, dans la voie des stands, donc repart. Je ne comprends pas comment il repart, mais enfin bon, ça c'est mon avis. Parce que on voit bien que les mécaniciens à l'arrière droit ne sont pas prêts. Donc, alors est-ce que c'est le type à la sucette qui quand même dit il faut y aller? Est-ce que c'est Mark Webber qui lui-même dit bon, je m'en fiche, j'y vais? Enfin, c'est anormal qu'il redémarre. Je suis désolé, on voit bien que c'est pas possible. Entièrement d'accord avec toi. Alors après, c'est une faute grave, lourde. Oui. Je crois que c'est $30 000 la pénalité, et c'est pas cher. J'espère que le caméraman, que l'on salue lui aussi chaleureusement, parce qu'on les connaît tous, les caméramans de la FOM, qui font leur boulot courageusement. Et lui, le pauvre, il était en train de filmer le passage des monoplaces, donc il regardait absolument pas. Non. Tout le monde s'est écarté, les autres mécanos. Lui, il n'a rien vu venir. Il a été donc frappé assez violemment à la tête. Alors, les dernières nouvelles, c'est traumatisme crânien et des fractures quand même. Alors, je ne sais pas à quel niveau, peut-être l'épaule, parce qu'il est vraiment tombé, comme il a perdu connaissance, il est tombé très lourdement. C'est un miracle, j'espère qu'il n'aura pas de séquelles évidemment et qu'il va se refaire très vite. Et je dois dire une chose, là je vais être honnête aussi jusqu'au bout, c'est que quelque part, et pourtant c'est pas un truc qui nous amuse et j'ai trouvé ça ridicule au début, le fait d'imposer le casque, fût-il un casque de vélo léger, aux 24 heures du Mans, où il y a un certain nombre d'arrêts, et bien là, ça légitime la démarche de la CO. Et je le dis, parce que, encore une fois, j'ai trouvé ça ridicule. Dans un premier temps, eh bien non, vu le nombre d'arrêts au stand qu'il y a dans une épreuve comme les 24 heures du Mans, vu le nombre de mécaniciens plus ou moins expérimentés, etc., et professionnels, quand on voit ce qui arrive en Formule 1, ben, malheureusement, on peut sauver la vie de quelqu'un comme ça. Alors, c'est pas drôle, c'est moche, c'est tout ce que tu veux, mais au moins, ça peut se justifier. Voilà, il faut accepter d'être déguisé un petit peu en VTTiste ou c'est skateboarder. Bon, mais enfin, là, le caméraman... C'est dangereux de se trouver à cet endroit-là. Et de par son métier, lui, il n'était pas là en train de bailler aux corneilles, il était en train de bosser. C'est ça, voilà. Alors, je voudrais qu'on aborde maintenant un autre gros chapitre, c'est Mercedes. Alors, Mercedes, qui jouait gros, puisque à domicile aussi, on imagine ce que ça pouvait représenter. Bien sûr, Vettel, on en a parlé, mais Mercedes en Allemagne, évidemment que ça représentait beaucoup, avec 2 victoires dans les 3 derniers Grands Prix. Bon, déjà, Rosberg, et chez Mercedes, on se loupe en qualif. Là, ça la fout quand même un petit peu mal. La grosse tâche. Là. Véritable erreur stratégique. On est dans le stand, on attend, on est persuadé qu'on est qualifié. Non, tout le monde passe devant. Bon, ok. Mais on s'aperçoit que Rosberg n'a pas spécialement remonté. Il termine 9e, à peine mieux que sa 11e place sur la grille. Et puis Hamilton en pôle, qui nous refait un petit peu ce qu'on a connu pendant le printemps, en fait, où on redescend dans la course alors qu'on part devant. Les vieux démons de Mercedes là, sont revenus un petit peu avec ce changement de pneumatique, puisque c'est ça le problème, c'est rien d'autre. Donc effectivement, Mercedes s'est moins bien tiré de l'exercice que les autres. Et la dégradation, d'ailleurs, Toto Wolff, qu'on a eu en direct sur RMC juste avant le départ, était très peu confiant. C'est-à-dire qu'il était inquiet, pour être précis, et il a dit, bon, on va voir ce que ça donne, ok, on est devant, mais on va voir en course. Donc ils avaient quand même, chez Mercedes, les prémices et le sentiment que malheureusement, ces pneumatiques n'allaient pas dans leur sens. Alors après, c'est la vie. Donc là, et ça vient, et tant mieux quelque part, dire que les essais, ça n'a pas servi à tout, et ce n'était pas ces pneumatiques-là qui ont été testés, parce que sinon, Mercedes se serait sorti de l'exercice, alors dans un fauteuil. Et là, malheureusement, ils sont plantés. Tant mieux quelque part pour l'équité du sport. Tant pis pour eux, ils feront mieux la prochaine fois. Mais attention, en Hongrie, fin juillet, normalement, là, il fait très très chaud. Et on rappelle que Grosjean avait réalisé la meilleure performance de sa carrière. Il avait terminé 2e l'an dernier. Donc peut-être des bons résultats pour les Lotus et pour les Ferrari dès qu'il fait très très chaud. Prochain rendez-vous, c'est dans 3 semaines. Il y a un break là encore. Et puis alors, dernière équipe à souligner, finalement, la prestation d'ensemble de McLaren avec les 2 pilotes, ça y est, qui sont de retour dans le top 10. Button 6, même s'il n'était pas content, il estime avoir été bloqué par les Caterham. Et Perez 8. Oui, alors revenu quelque part du diable vauvert, c'est le cas de le dire.
parce que vraiment que les qualifs ont été pénibles pour eux. On s'est même demandé, malgré son professionnalisme, si Button n'était pas à deux doigts d'envoyer tout. On a vu une belle passe d'armes, par parenthèse, entre les deux hommes, qui confirme que, alors là, s'il y a des consignes quelque part, il y a des endroits où il n'y en a pas, et chez McLaren, il n'y en a pas, parce qu'on a quand même un Button champion du monde, il ne faut pas l'oublier, en 2009, et donc un jeune impétrant, on va dire, fougueux, et à qui on laisse la bride sur le cou. Moi, je trouve ça génial, là aussi. Bon, il n'y a pas eu de coup tordu, hein, mais on s'est arsouillé joyeusement, sportivement. Bon, c'est bien de revoir McLaren, c'est une grande équipe, là aussi, et quand on travaille, et crois-moi, ça doit travailler fort, et ben, on revient dans le coup, tant mieux, moi, ça me fait plaisir, parce que j'aimerais bien voir Williams un petit peu dans le coup. Et non, ça me fait encore raté. Ça me fait de la peine de les voir aussi loin. Ils ne sont pas dans les points là, il pourra y avoir des regrets, parce que souvent, avec Maldonado et Bottas, ils ont été dans le top 10. Avec des stratégies souvent décalées. Mais on voyait bien que Maldonado devait s'arrêter, il avait mis que des médiums, donc il fallait bien mettre les tendres à la fin. Absolument. Bottas fait le 3e meilleur temps en course, donc la performance était là, mais il n'est pas dans les points. Ils partent de trop loin. C'est clair que là, quand ils vont arriver à raccrocher le wagon, on va dire limite de la Q3, à 10-12e, il y aura peut-être des espérances, en tout cas de points, à minima. C'est bête à dire, hein, mais quand on part d'aussi loin, à moins d'avoir une super monoplace pendant la course, un super pilote, bon, ils les ont, ils sont pas mauvais les deux, hein, et puis un peu de chance, parce que là aussi, la neutralisation, malgré tout, ça redistribue les cartes à tout le monde, et ça, on peut pas le prévoir. Tiens, la neutralisation, tu as raison, on avait presque oublié dans tout ce qui s'est passé, cette image de cette monoplace qui recule toute seule. C'est vrai que c'est pas. Les deux images. Alors déjà, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu un moteur exploser comme ça. Il y a vraiment très longtemps, puisque la fiabilité des moteurs, on le sait d'abord maintenant, elle est inhérente à la réglementation. Donc vraiment, un moteur qui explose comme ça, c'était rarissime. C'est vrai que là, c'était une image spectaculaire et qu'on a vu Jules sortir. Bon, après, il fait ce qu'il faut, il s'éloigne, hop, il remet le volant. Et puis, malheureusement, on est en légère descente. Et alors là, c'est presque une scène de film, hein, muet. Tu la remets en accéléré et tu vois la voiture qui recule et qui, heureusement, qu'aucun pilote n'est passé à ce moment-là. Et a fortiori, 2 en bagarre avec le deuxième qui ne voyait pas. On aurait pu assister à un drame. Heureusement, ça n'est pas le cas. C'est plus folklorique, mais ça doit servir de leçon. C'est vrai que les commissaires qui ont éteint l'incendie auraient peut-être pu, c'est pas un reproche, mais peut-être pu bloquer la monoplace ou l'évacuer plus rapidement. Le genre d'image où quand on la voit pendant une seconde, on ne comprend pas. On se dit, mais attends, c'est l'autre Marussia Ah non, c'est celle de Jules qui redescend. Oui, exactement, on a du mal à coller à la réalité, à se dire, mais non, c'est la monoplace. Bon, je te dis, c'est de la faute de personne en particulier, mais disons que oui, il faut peut-être, quand il y a des déclivités comme ça importantes, peut-être sensibiliser les commissaires à ce problème-là, puisque le pilote, on ne peut pas lui reprocher de ne pas évacuer sa voiture. Lui, à partir du moment où il sort, il met le volant, surtout quand il y a la monoplace en flamme, le but, c'est quand même de se mettre en sécurité. Bon, écoute, Jean-Luc, je te remercie. Je crois qu'on a à peu près tout dit. On prend notre temps dans ce débriefing F1 chaque semaine, après chaque Grand Prix en tout cas, vous le constatez. Oui. Ah oui, mais c'est l'été, tu l'as suffisamment attendu, tu as suffisamment rouspété qu'il n'y avait pas de printemps que là, voilà. On va pas pleurer. Et donc, avant la pause estivale, tu reviendras nous parler de ce Grand Prix de Hongrie, qui n'est pas le circuit le plus enthousiasmant de la saison. Mais il faut tout pour faire une saison aussi. Et il faut des circuits sinueux, il faut des circuits rapides. Certain qu'il va faire très très chaud et que là, l'exploitation à nouveau des pneus et la manière dont... Puis je te dis, bon, c'est vrai que c'est souvent un petit peu un défilé, mais avec le DRS, là, ça change un petit peu. Bon, on va garder quand même un petit suspense. Voilà. En tout cas, merci d'être fidèle à motorstv.com, merci d'être fidèle à Motors TV, tous les programmes, toutes les disciplines que l'on vous propose. C'est une histoire, vous le savez, de passion. À bientôt, salut à tous.